Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence sur l'Algérie. Une conférence pour une date un peu spéciale. En effet, nous sommes le 19 mars et comme nous allons le voir dans un instant, le 19 mars, c'est l'anniversaire de l'entrée en vigueur des accords d'Évian, du cessez-le-feu, la reconnaissance de l'État algérien. Donc une date un peu particulière pour notre conférence. Lors de cette conférence, en compagnie du professeur Matmati, nous allons voir les différents enjeux liés à l'Algérie. Enjeux sécuritaires, bien sûr. Je vous rappelle qu'il y a des frontières avec la Tunisie, la Libye et puis avec le Sahel. Des problématiques économiques également. Nous allons voir s'il y a une économie de rente au niveau algérien et le devenir de cette économie et aussi de possibles troubles politiques. Nous sommes dans une ère de stabilité, mais cela pourrait évoluer. Voilà, différents thèmes et bien plus que le professeur Matmati, professeur ici à l'école de management de Grenoble et professeur à l'IRIS, va aborder durant 20 à 25 minutes. Ensuite, nous aurons plus de temps justement pour des questions. À 55, on rendra l'antenne par rapport à la partie diffusion sur Internet, mais ça ne nous empêche pas de continuer durant quelques minutes. Si vous avez d'autres questions, de manière plus intime, sans Internet, pour continuer à échanger. Donc, commençons par la conférence. C'est à vous. Bien, merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis très heureux de parler aujourd'hui de l'Algérie. Je suis d'origine algérienne et donc c'est pour moi à la fois un problème que de parler de l'Algérie, mais aussi un honneur et j'allais dire une chance aussi. Donc moi j'ai prévu, comme je vous le montre dans le slide, de parler de 4 points, le contexte géopolitique, le contexte économique, le contexte politique, puis parler peut-être sous forme plutôt de questions, des perspectives. Mais auparavant, je voulais faire un clin d'œil à l'histoire en faisant un overview sur l'histoire. Donc, mon modérateur a déjà parlé du 19 mars 1962. Donc, les accords d'Évian avaient été signés la veille, donc à Évian, pas très loin d'ici, entre la délégation algérienne et la délégation du gouvernement français. Donc, c'est à 12 heures que ce cessez-le-feu est rentré. Il a mis fin à une guerre qui a duré 7 ans. Moi, j'étais jeune enfant. Je me rappelle du bonheur des Algériens dans ma ville d'Annaba, en Algérie. Et je me rappelle de ce bonheur. Les gens, c'est indescriptible comme bonheur et comme joie. Donc, cette guerre d'Algérie a été un moment très difficile dans l'histoire du peuple algérien, dans l'histoire de la France. Elle venait, et cet accord a mis fin à 132 ans de colonisation, qui ont structuré quelque part, qui ont apporté des éléments structurants dans l'Algérie, chez le peuple algérien. Bon, je dirais tout à l'heure qu'est-ce qui a pu être structurant en bien et en moins bien. Donc voilà, les accords d'Évian. Alors les accords d'Évian ont ouvert la période de l'indépendance et la décennie 60, qui a donc commencé en juillet 62, l'Algérie est indépendante le 3 juillet 1962. Et donc, cette période-là, les années 60, quand on s'amuse à couper l'histoire, on est toujours réducteur des réalités, de leurs richesses, etc. Mais les années 60 ont été marquées en Algérie par au moins 2 choses qui, à mes yeux, ont été importantes. C'est premièrement, il y a une lutte politique qui a débouché sur 2 résultats. Un, l'instauration du parti unique, le FLN, qui avait conduit la lutte de libération nationale, s'est installé comme parti et les autres partis qui existaient se sont mis soit dans la clandestinité parce qu'ils ont été interdits, soit se sont éteints et ceux qui voulaient créer des partis ont eu quelques ennuis. Ensuite, c'est l'arrivée de l'armée au pouvoir. Donc, c'est en 1965 que l'armée algérienne est arrivée au pouvoir. Bon, ce serait très long de dire quel type d'armée, mais c'est l'armée qu'on appelle l'armée du clan d'Oujda. Et le président Bouteflika actuellement fait partie de ce qu'on appelle le clan d'Oujda. Oujda, c'est cette ville du Maroc. Voilà, donc c'est l'armée qui était aux frontières, qui a été constituée par le FLN,
à partir des réfugiés algériens. Quand il y a une guerre, nous le voyons sous nos yeux maintenant, il y a toujours des réfugiés. Donc il y a eu des réfugiés en Tunisie, des réfugiés au Maroc. Et donc, une partie de ces réfugiés ont constitué l'armée algérienne qui se retrouvait la seule force politique à l'indépendance et donc qui a profité du vide politique pour prendre le pouvoir. Ensuite, les années 70. L'année 70 a été une année de développement, de grand développement économique. Donc, on a lancé des plans de développement qu'on appelle quadriennaux. Le modèle de développement algérien qui était basé sur le principe, ce qu'on appelle l'industrie industrialisante, c'est-à-dire partir de l'industrie lourde pour aller après vers l'aval des processus de production. Et ce modèle de développement était enseigné, il a donné lieu à des centaines de thèses de par le monde, surtout en France, il a donné lieu à des livres, il a donné lieu à des cours, à des centres de recherche, particulièrement à Grenoble, à l'université de Grenoble, où il y avait quelques professeurs qui se sont fait remarquer par leurs réflexions sur le modèle algérien de développement. C'est une très belle période, parce que la période des années 60 était une période de grande pauvreté. Moi, je me souviens que les gens étaient payés avec des sacs de semoule qui venaient du peuple américain au peuple algérien. Mais les années 70 ont ramené un développement, une très forte croissance, un peu à 2 chiffres. On a des industries se sont créées, des emplois se sont créés, des colonies de vacances, des écoles, etc. L'Algérie était ouverte sur le monde. Moi, je suis d'une ville qui s'appelle Annaba, où on a construit 2 ou 3 industries. Il y avait plus de 50 nationalités dans cette ville. Ensuite est arrivée la période des années 80. Bien sûr, cet élan de développement a connu un moment à marquer le pas. C'est à la fin des années 70, début des années 80. Les Algériens n'ont pas pu, maîtriser tous ces outils de production qui ont été mis en place, surtout qu'ils avaient adopté un modèle de management qui était, à l'époque, on appelait ça le modèle autocentré, c'est-à-dire on fait tout par nous-mêmes. Au lieu de s'associer, par exemple, à une société étrangère et de gérer la société ensemble, non, les Algériens faisaient appel à ces sociétés pour leur savoir-faire, ils les payaient, mais ils ne pouvaient pas être dans le capital. Et donc, il y a eu, les années 80, était une année de débat en Algérie, et ça s'est terminé vers la fin des années 80 par une ouverture, à la fois une ouverture économique, une ouverture politique, bien sûr, qui a fait suite à des grandes manifestations qui ont eu lieu en Algérie en octobre 1988, ce qui a donné, pour la première fois, on parlait pas pour la première fois, peut-être pour la deuxième fois, on a parlé du printemps algérien. Et cette histoire de printemps est née déjà à Prague. On a parlé du printemps de Prague, après du printemps algérien. Moi, j'ai jamais aimé ce qualificatif de qualifier de printemps un mouvement social, une espèce de révolte ou de révolution, parce que le printemps, c'est une toute petite période dans l'année, c'est éphémère. Au Maghreb, ça dure que quelques semaines, on ne le sent même pas passer, ça dépend où, quand on est encore dans des zones tempérées, c'est-à-dire en bord de mer, Méditerranée. Donc voilà, donc la période des années 80 a été une période d'adaptation, allez, on va dire, à l'économie de marché. Voilà. Ensuite, il y a eu les années 90. Donc, les années 80, fin des années 80, élément important, nouvelle constitution qui, pour la première fois en Algérie, ouvre le champ politique. Donc, le FLN est resté un parti, mais toute personne ou tout groupe humain qui voulait créer un parti politique, une association, pouvait le faire. Donc, ensuite, il y a eu une libération de la presse. La presse algérienne est une presse qui, jusqu'à aujourd'hui, est très libre de temps. Il y a très peu de presse en Afrique qui ont un temps aussi libre que la presse algérienne, notamment la presse francophone. Mais il y a 2 ou 3 titres arabophones qui sont très critiques. Le Bouteflika bashing dépasse de très loin dans la presse le Hollande bashing. Il n'y a pas de comparaison. Donc, ce qui s'est produit, c'est la première fois qu'il s'est produit quelque chose
qui s'est renouvelé à partir de 2011 et 2012, c'est renouvelé en Égypte, c'est renouvelé en Tunisie notamment, c'est-à-dire que cette ouverture politique a fait venir au pouvoir, ou enfin a failli faire venir au pouvoir, les partis islamistes. Voilà. Et donc en 2012, les partis islamistes, ou fin de 2011, qui ont gagné les élections en Algérie, il y a eu ce qui à l'époque a été appelé, qualifié de coup d'État par le président Mitterrand. Donc on a annulé les élections entre les deux tours, les élections ont été annulées. Et donc ça a fait, ça, oui, 91, oui, ah oui, oui, 91, excusez-moi, oui, 91. Voilà. Donc c'est un phénomène intéressant à étudier, le fait qu'il y a une ouverture démocratique, les événements sont amorcés par des jeunes, par des associations, par des partis démocratiques, des partis de gauche, etc. Et puis finalement, ce sont les partis islamistes qui gagnent la mise au final. Et ce processus s'est reproduit en Tunisie, s'est reproduit en Égypte. Voilà, si on n'avait rien fait, il se serait produit en Syrie également, mais il pourrait se produire encore en Syrie. Et donc l'Algérie est rentrée dans les années 90 dans ce que les Algériens appellent la décennie noire. Alors ça a été une décennie terrible puisqu'il y a eu 150 000 à 200 000 morts. Bon, les chiffres sont toujours donnés, on ne sait pas par qui, ce qui compte, etc. On parle d'un coup en Syrie, on parle de 200 000, 250, 270, qui a gagné, qui est allé sur le terrain, qui a calculé, qui est allé sur le terrain pour compter les morts, etc. Bon, c'est une question, ça aussi. Donc, mais au-delà des morts qu'il y a eu, de 150 à 200 000 morts, donc toutes catégories confondues, toutes les populations, toutes les couches de la population ont été touchées, il y a eu quand même des réfugiés. Alors, des réfugiés d'Algérie vers l'étranger. Et là, par exemple, le peuple français a été un peuple qui a accueilli les Algériens. Bien sûr, ça s'est fait de façon beaucoup plus discrète que ça ne se passe maintenant avec les réfugiés de Syrie vers l'Europe. Ça s'est passé plutôt par des réseaux, c'est-à-dire ce sont surtout des intellectuels qui sont venus en France, qui sont allés aux États-Unis, etc. Mais c'est des dizaines de milliers. Il y a eu des réfugiés à l'intérieur de l'Algérie, comme on le constate maintenant, à l'intérieur de la Syrie, parce que dans les campagnes, les gens fuyaient les campagnes parce qu'ils étaient sous la violence des groupes terroristes et donc ils venaient s'installer en ville. Combien de milliers de femmes ont été violées? J'ai lu récemment dans la presse algérienne qu'il y avait environ encore 10 000 enfants qui sont nés dans le maquis et que les associations essayent de régulariser sur le plan de l'état civil, parce que dans les pays musulmans, c'est assez compliqué quand on n'a pas le père. Pour être, donc, tout cela a fait que ça a été, les Algériens appellent cette période la période noire. Une autre conséquence, c'est que l'autre conséquence, ça m'a un peu échappé, mais l'autre conséquence, c'est le fait que l'économie algérienne s'est retrouvée presque sans cadre ou avec très peu de cadres, des usines qui ont été souvent sous le contrôle de l'armée, les usines qui étaient isolées ont été abandonnées. Donc ça, c'est la conséquence sur le plan économique. La conséquence sur le plan du renforcement des institutions. Ce processus démocratique qui est né à la fin des années 80 et au début des années 90, eh ben, quand il y a une guerre, les services de sécurité interviennent et donc il a été limité. Donc les services de sécurité sont devenus plus intervenants, plus importants, etc. Et donc on a rogné toute cette liberté qui a été un peu gagnée en Algérie au début des années 90. Et arrivent les années 2000. Donc les islamistes étaient battus par l'armée. Et donc moi, je voudrais affirmer ici, ça c'est mon point de vue personnel,
l'armée algérienne a sauvé l'Algérie, a sauvé le Maghreb. Si l'armée algérienne, il est très important de noter que l'armée algérienne, qui était composée de jeunes, d'officiers qui sont des musulmans et qui avaient différents points de vue, qui avaient leur point de vue sur l'islamisme et sur l'islam, ben, elle est restée unie, elle est restée républicaine. Même s'il y a eu des dérapages, bien entendu. Je ne nie pas qu'il y ait eu des dérapages, etc. Mais voilà. Donc, mais l'armée a sauvé l'Algérie. Les islamistes algériens, allez, si je devais mettre une image aujourd'hui, c'est équivalent à Daesh. C'était équivalent aux islamistes afghans. Donc, il y aurait eu en Algérie des massacres extraordinaires. Et moi, je pense que le Maghreb a gagné beaucoup de temps parce que l'armée algérienne a vaincu le terrorisme en Algérie et l'Algérie était toute seule. Et je vais faire un commentaire. Les pays occidentaux n'ont pas aidé l'Algérie, ou très peu à l'époque, ils ont aidé les Algériens, mais pas l'Algérie institutionnellement, parce qu'ils considéraient que c'était un pouvoir militaire, etc., qu'il y avait une expression politique, etc., qu'il y a eu l'arrêt d'un processus électoral. Et donc, cette lutte contre le terrorisme, je pense que les pays européens, les États-Unis, n'ont pas tiré toutes les conclusions sur les origines de cette lutte ou du développement de l'islamisme, sur comment lutter contre l'islamisme. Je parle de l'islamisme militaire, djihadiste, etc., bien sûr, violent. Voilà. Et donc, les islamistes ou la grande fraction d'islamistes qu'on appelait l'armée islamique du salut ayant été battus, il a fallu monter un processus de réconciliation. C'est là qu'est arrivé le président Bouteflika et il a mené pendant 5 années un processus de réconciliation. Voilà. Ensuite, après ce processus de réconciliation, donc, qui s'est terminé de façon, disons, procédurière, mais qui continue un peu dans la réalité aujourd'hui, le président Bouteflika, j'en parlerai un peu plus loin, plutôt est allé vers le renforcement du système politique en place plutôt que vers l'ouverture. Donc voilà pour ce retour. Alors, un peu sur l'histoire récente. Alors, le contexte géopolitique de l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays, comme le montre cette carte, qui se trouve au milieu de l'Afrique du Nord, entouré d'un certain nombre de pays, et donc qui a aujourd'hui des problèmes importants, l'Algérie, du point de vue géopolitique. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de problèmes à ses frontières. Alors, le problème le plus important aujourd'hui, il est avec la Libye et la Tunisie. Pas de la même manière, l'Algérie ne veut pas aider la Tunisie à se stabiliser. Elle l'aide tout d'abord en empêchant tout d'abord les groupes militaires, les groupes djihadistes de rentrer en Algérie. Donc elle a installé une partie de l'armée à la frontière. Elle l'aide en donnant, elle donne de l'argent. Sachez que l'Algérie donne plus d'argent que ne donne l'Union européenne à la Tunisie. Moi, je suis très surpris que la Tunisie ne bénéficie pas d'autant d'appui que les déclarations des dirigeants européens le laissent entendre. La Tunisie, c'est un petit pays, il a besoin de quelques milliards de dollars et on aurait pu remonter l'économie tunisienne. Ensuite, il se trouve par le hasard de l'histoire et du développement en Algérie que les Algériens, pour prendre du bon temps, ils vont en Tunisie. C'est-à-dire et donc, de fait, ils ont remplacé, même si c'est un tourisme un peu particulier, familial, pas discipliné, etc., mais il y a beaucoup d'argent. Il y a environ quelques 2 millions de touristes qui vont chaque année, d'Algériens, qui vont en Tunisie. Donc, ça aide l'économie tunisienne. Alors, ensuite, la Libye. La Libye, ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, la Libye est éclatée. Les groupes, l'Algérie a 1100 km de frontières avec la Libye, dans des zones non habitées ou très peu habitées.
Vous vous rappelez, il y a 1 an ou 2, il y a eu une station, une raffinerie qui a été attaquée dans le sud algérien. Et donc, il y a des infiltrations de groupes djihadistes vers l'Algérie. Et l'Algérie a été obligée aujourd'hui de mettre encore une autre partie de son armée et même de s'équiper avec des équipements modernes de contrôle des frontières, etc. Mais 1100 km, c'est très difficile à contrôler. Il y a ensuite le problème du Mali et un peu du Niger. Au Niger, il n'y a pas grand-chose, mais le Mali. Bon, donc le Mali, l'Algérie a contribué à l'accord de réconciliation qu'il y a eu au Mali. Il se trouve que l'AQMI est une des organisations, elle est issue d'organisations terroristes algériennes qu'on appelait avant le GIA, qui a éclaté en plusieurs organisations. Et donc, ils se sont repliés vers le sud et ils ont fait allégeance à AQMI. Donc, par rapport au Mali, l'Algérie aide le Mali à construire son unité nationale. L'Algérie est opposée à la création d'un État azawad, d'un État touareg, pour des raisons qui la concernent, parce qu'une grande partie du Hogar et des Touaregs sont aussi en Algérie. Voilà, donc il y a 3 frontières, là, à l'est et au sud, autour où il y a des problèmes de sécurité importants. Il y a l'infiltration, il y a beaucoup de migrants qui rentrent par ces frontières. Quand vous allez dans les villes du nord de l'Algérie, les migrants, vous allez en trouver comme ceux qu'on voit à la télé. Vous arrêtez à un feu rouge et puis vous avez toute une famille qui arrive là, père, grand-père, jusqu'aux petits-enfants. Ensuite, il y a les frontières, le côté ouest avec le Maroc. Là, la situation est paradoxale parce qu'en fait, aujourd'hui, l'Algérie et le Maroc apparaissent comme un pôle de stabilité au Maghreb malgré leurs problèmes. Ils ne se parlent pas, ils se tournent le dos, mais c'est aujourd'hui un pôle de stabilité et les grandes puissances sont contentes d'avoir ce pôle de stabilité parce que ces 2 pays contribuent à la lutte contre le terrorisme, chacun à sa manière, mais ils y contribuent tous les 2. Alors les problèmes sont liés à la question du Sahara occidental, sont liés à la fermeture de la frontière entre l'Algérie et le Maroc, à l'initiative de l'Algérie. Et ça a comme conséquence de geler leurs rapports bilatéraux, mais aussi de geler le fonctionnement d'une organisation qui s'appelle l'Union du Maghreb arabe. C'est une union qui a été créée en 1989, dont le siège est à Marrakech. Il y a un parlement, il y a une administration et tout, ça consomme des budgets, mais elle est une coquille vide, elle ne sert à rien. Alors, quelle est la perception de l'Algérie chez les grandes puissances? C'est une perception très positive. L'Algérie est un allié qui est très bien vu par les grandes puissances, c'est-à-dire les États-Unis, la France, les grandes puissances, parce qu'elle a une expérience en matière de lutte contre le terrorisme et elle lutte contre le terrorisme. Sachez que les Algériens, les services secrets algériens ont annoncé au directeur de la CIA, 3-4 jours avant qu'il y ait l'attaque des tours, leur ont annoncé qu'ils allaient être attaqués. Voilà. Donc l'Algérie apparaît comme un partenaire commercial crédible, mais un partenaire difficile. Faire des affaires en Algérie, c'est un grand marché, mais ce n'est pas facile de faire des affaires en Algérie. L'Algérie est un membre actif de l'Union africaine. L'Union africaine, c'est cette organisation qui est née en 1960. Enfin, l'Union africaine est née en 1982, ou plutôt en 2008, je crois, pardon. Mais elle est l'héritière de ce qu'on appelle l'Organisation de l'Unité africaine. Voilà. Et donc, il y a un axe qui s'appelle l'axe Alger, Lagos, Pretoria, et qui, à l'intérieur de l'Union africaine, est un axe important, à la fois pour les décisions qui sont prises, et notamment sur le problème du Sahara, c'est un axe qui compte beaucoup. Et puis plus récemment, il y a des menaces de Daesh, mais surtout, depuis quelque temps, il y a des tensions entre l'Algérie et l'Arabie saoudite.
l'Algérie s'est opposée à 2-3 initiatives de l'Arabie saoudite. Première initiative, c'est la coalition au Yémen. L'Algérie a dit non et ne s'est pas engagée dans cette coalition. Elle est un des rares pays arabes à ne pas s'être engagé là-dedans. Deuxièmement, les princes saoudiens défient l'Alger. Deuxièmement, c'est justement une autre coalition, la coalition que l'Arabie saoudite a voulu créer en Syrie pour envoyer ces fameuses troupes au sol. Et plus récemment, sous l'influence de l'Arabie saoudite, la Ligue arabe a pris la décision de considérer le Hezbollah libanais comme organisation terroriste. Et l'Algérie s'est opposée à cette décision. Donc il y a une tension. Ça n'empêche pas qu'il y a de la coopération. Récemment, par hasard, je regardais la télé algérienne et puis j'ai vu qu'il y avait un prince saoudien qui est allé dans une ville inaugurer un centre anticancéreux. Mais enfin, il y a une tension en l'air parce que moi je considère qu'aujourd'hui, l'Arabie saoudite, et je vais utiliser un terme, est un peu énervée. Elle n'a pas avalé l'accord que les grandes puissances ont signé avec l'Iran. Et donc, l'établissement saoudien semble avoir des problèmes. OK, donc on va aller un peu plus vite. Voilà. La situation économique, qu'est-ce que je vais dire? Je ne vais pas m'arrêter sur les premiers chiffres. C'est les 2 dernières lignes qui sont plutôt intéressantes. C'est que l'économie algérienne est une économie de rente. Parce que le pétrole, le gaz constituent les principales réserves, les principales sources de financement extérieur de l'Algérie. Donc l'économie algérienne vit à 96 ou 97% des rentrées en devises que procurent le gaz et le pétrole. Et donc, depuis un an et demi, ces prix ont fortement baissé. Et donc, on voit bien qu'il peut y avoir des problèmes, qu'il y a déjà des problèmes en Algérie. Ensuite, l'économie algérienne est une économie redistributive. Justement, pas justement, économiquement, on est d'accord ou pas, mais il y a environ 20, cela dépend qui fait le calcul, mais certains économistes considèrent qu'il y a 20-25% du PIB qui est redistribué. Redistribué comment? Faible prix de l'essence, pas sur les produits alimentaires, mais peut-être sur la semoule, des choses comme ça, mais aussi donc l'énergie, mais aussi sur d'autres éléments. En Algérie, les jeunes qui ne travaillent pas ont une prime de chômage, les femmes au foyer ont une prime de chômage, les loyers ne sont pas très élevés, etc., etc. Donc il y a une redistribution que le FMI estime injuste parce qu'il considère que, notamment à propos de l'énergie, que cette redistribution profite plus aux familles riches qu'aux pauvres. Parce que quand on a dans une famille 2-3 voitures, quand on a dans sa maison 3-4 climatiseurs, en Algérie, l'énergie est partout, l'eau potable est partout, le gaz est pratiquement partout au robinet, ce qui est rare en Afrique. Voilà, donc les difficultés, c'est quoi de l'économie algérienne? C'est le prix du pétrole est faible. Donc, s'il continue, le matelas qu'a amassé l'Algérie va le permettre. Les spécialistes disent aujourd'hui qu'elle a 2-3 ans devant. Donc, elle a une fenêtre d'opportunité, comme on dit, pour réorienter l'économie vers une économie plus productive. Avant qu'il n'y ait de gros soucis, car l'Algérie est un pays importateur. On importe tout en Algérie. On importe pour de l'ordre de 60 milliards de dollars. Alors, c'est les médicaments, c'est le blé, c'est le lait, c'est beaucoup de produits sont importés en Algérie. Donc, c'est une économie qui produit peu. Le secteur privé qui toujours qui réclame à juste titre qu'on enlève la bureaucratie, etc. Mais c'est un secteur privé qui a cette particularité qu'une grande partie du secteur privé est contre les accords de libre-échange avec l'Union européenne, il est contre l'adhésion de l'Algérie à l'OMC, etc. Parce que c'est un secteur privé qui a une culture publique, c'est-à-dire qu'il veut continuer à être dans une économie de rente.
C'est paradoxal. Et puis, bien sûr, cette économie de rente a produit la corruption et, bien entendu, la bureaucratie. Et la corruption, c'est diffusé, c'est-à-dire cet esprit s'est diffusé dans la société algérienne et aujourd'hui, c'est un problème important. Alors, la présidence Bouteflika. Donc, j'ai dit tout à l'heure que son premier mandat a été consacré à une action importante qui a soulevé des discussions en Algérie, sur laquelle tout le monde n'était pas d'accord sur la forme, etc. Mais ça a été une action de réconciliation nationale. Ça s'est fait, donc il a mis en place tout un dispositif juridique pour que les Algériens se retrouvent, quelles que soient leurs actions, que ce soit les islamistes qui étaient au maquis, qu'ils redescendent, qu'ils retrouvent leur famille, etc., qu'ils soient pardonnés pour peu qu'ils n'aient pas fait des crimes de sang, qu'ils n'aient pas commis de viol. Les agents de sécurité, tout ça, pour les exactions qu'ils ont pu faire, ont été aussi pardonnés, etc. Donc, et il a fait ça par voie référendaire, etc. Il s'est inspiré de la démarche de Nelson Mandela. Ensuite, il a réalisé quelques réformes, mais pas trop. Une réforme qui a été faite juste après le printemps, ce qu'on appelait le printemps arabe, c'est il a renforcé le statut de la femme et notamment la parité. Aujourd'hui, il y a 30% ou 33% de femmes dans le Parlement algérien. Ce qui fait que sur un Parlement qui fait 350 personnes, il y a 120 ou 150 femmes. Il a officialisé la langue berbère. Il a commencé par la rendre une langue nationale. Quand je dis c'est dans la Constitution, c'est-à-dire introduit dans la Constitution, bien que nous ne soyons pas un pays, l'Algérie n'est pas un pays où la Constitution a une valeur cardinale. Et plus récemment, dans les réformes dans la nouvelle Constitution ou dans les réformes de la Constitution, les réformes récentes, la langue amazigh est devenue une langue officielle. Donc l'Algérie a 2 langues officielles et une langue véhiculaire qui est le français. Les langues officielles, c'est l'arabe et l'amazigh. La langue véhiculaire, c'est celle de travail, c'est celle qu'utilisent tous les Algériens, c'est le français. Et puis, il y a, de mon point de vue, les réformes qu'il n'a pas faites, qu'il n'a pas voulu faire, qu'il n'a pas pu faire. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, j'attendais qu'après ce premier mandat où il y avait eu la réconciliation nationale, que le président Bouteflika, fort parce qu'il est aimé en Algérie, peut-être un peu moins maintenant, mais c'est quelqu'un qui était aimé, qui représentait, dans lequel les Algériens se retrouvaient. Beaucoup d'Algériens se retrouvaient, je ne dirais pas les Algériens, mais beaucoup d'Algériens se retrouvaient. Et donc, personnellement, j'attendais à ce qu'il ouvre le champ politique beaucoup plus qu'il ne l'était déjà, et qu'il permette à une nouvelle génération de politiciens d'arriver, qu'il permette au bout de 5 ans, c'est-à-dire à la fin de son 2e mandat, qu'il permette une élection la plus libre possible, etc., etc. C'est l'inverse qui s'est produit. Il a contribué depuis 2005 à renforcer le système en place. L'autre réforme qu'il n'a pas faite et qu'aujourd'hui qui pourrait poser de gros problèmes à l'Algérie, c'est justement le fait que, alors que l'Algérie disposait d'une manne, le pétrole était à 110 $, et le pétrole algérien est surcoté sur le marché, parce que c'est un pétrole léger, c'est-à-dire qu'au raffinage, il n'exige pas le même coût, un processus un peu plus lent, donc il se vend un peu plus cher, et puis par rapport à l'Europe, il y a la proximité. Donc, alors qu'il y avait de l'argent, il n'a pas entamé une reconversion de l'économie algérienne pour la passer d'une économie de rente à une économie productive. Bien sûr, il y a eu de l'investissement en Algérie. Quand vous allez en Algérie, on est très surpris par toutes les constructions qu'il y a dans l'infrastructure, dans les universités, les logements. Il y a une dizaine de villes algériennes qui ont des tramways, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de choses de faites, plus ou moins bien faites, à des coûts certainement beaucoup plus élevés qu'on aurait pu faire. On a construit beaucoup de barrages qui ont permis aux gens d'avoir de l'eau potable.
Et puis, une autre réforme que j'aurais voulu, en tant qu'enseignant, qu'elle soit faite, c'est la modernisation de l'enseignement, et notamment de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'en Algérie, il y a une massification. L'Algérie est un pays qui a aujourd'hui 1,5 million d'étudiants. Le Maroc, à côté, il en a 600, 650 000. Bon, donc, ce n'est pas les mêmes moyens, etc. Et donc, ayant atteint cet objectif de massification où tout le monde peut aller à l'université, enfin une grande partie des bacheliers, il aurait fallu rentrer un peu plus dans les processus pour ouvrir les programmes sur la technologie, sur le monde, sur la science, introduire peut-être les langues et notamment revenir au français. L'arabe est devenu un élément de blocage dans la formation en Algérie. Enfin, c'est ma perception. OK, très bien. Ensuite, quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, c'est que malgré tout, l'Algérie, comme j'ai dit tout à l'heure, apparaît comme un pays à la fois stable, où il y a une certaine paix sociale. On peut considérer que cette paix sociale est le fruit de la rente, mais elle existe. Même si il y a le peuple et les pouvoirs publics se tournent le dos. Un élément important qui est apparu en Algérie suite à l'ouverture politique qu'il y a eu au début des années 90, il y a eu une création de dizaines et de dizaines de partis. Au bout de 10 ans, les Algériens se sont dit, mais finalement, ces partis-là, quand ils produisent, ils se sont rendus compte que et les partis islamistes, et les partis démocratiques, etc., les gens se sont fait élire à différents niveaux. Il y a un système de financement des partis et que, généralement, bien sûr, c'est des conclusions qui sont rapidement tirées pour tirer des conclusions. Mais d'un point de vue des populations, les partis ont servi de marchepied à certains pour améliorer leur situation sociale. Voilà. Alors, il y a une impasse politique en Algérie actuellement, depuis maintenant 3-4 ans, parce que le président est malade. Et donc, on sent que le fonctionnement des institutions est quelque peu est au ralenti. C'est-à-dire c'est un peu la rémanence qui fonctionne, même si le système d'information du gouvernement montre que, etc. Alors, il y a un paradoxe aussi, là aussi, c'est que le président Bouteflika est malade. On sait qu'il parle peu, mais les grands du monde lui rendent visite. Le président Hollande lui a rendu visite il y a 1 an. Il va lui rendre visite, j'ai appris, en avril. Le ministre des Affaires étrangères, Fabius, même en racontant, en justifiant à la télé algérienne comme quoi le président Bouteflika avait toutes ses capacités, je l'espère. Ensuite, John Kerry, le roi d'Arabie, le président, etc. Il a des visites des grands du monde qu'on ne peut pas tous qualifier de visites comme ça pour justifier. Il n'a aucune raison de venir justifier que le président Bouteflika est en bonne santé et qu'il a tout son esprit. Voilà. Donc voilà, il y a un problème. Et les réformes politiques qui sont faites, notamment à l'occasion de la promulgation de la nouvelle constitution, sont à la marge. La reconnaissance de la Mazir, le renforcement parti par là, mais fondamentalement, il n'y a pas de réforme. L'opposition démocratique en Algérie est une opposition qui est faible, qui a été laminée et qui est stigmatisée. Vous êtes berbériste, vous êtes communiste, vous êtes islamiste, etc. Bon, elle essaye de se regrouper, mais elle n'arrive pas. Et j'ai mis ici la photo d'une personne qui a créé un mouvement il y a 3-4 ans, qui s'appelle Barakat, c'est-à-dire ça suffit. C'est une femme qui est gynécologue et qui s'est donné comme objectif de faire avorter le mandat de Bouteflika, c'est ce qu'elle a déclaré. Voilà. Donc très souvent, elle se retrouve avec dans les locaux de la police. Et dans les locaux de la police, quand elle y va avec d'autres, c'est leur stratégie à ce groupe-là. Bien sûr, c'est un groupe de journalistes, un groupe d'intellectuels, un groupe de médecins.
Elle se fait appeler, quand on lui demande de son état civil, elle se fait appeler Djemila Boupacha. Alors Djemila Boupacha, donc au passage je vais vous le dire, c'est une jeune femme qui en 1956 a été arrêtée par l'armée française, qui a été condamnée à mort, et qui a soulevé des problèmes, qui a failli faire tomber, pas elle, mais ses avocats, ont failli faire tomber le gouvernement français à l'époque, parce qu'elle a été violée dans les locaux de l'armée française, elle a été torturée, violée, etc. Et donc c'était devenu une icône. Et il y a un livre chez Le Seuil qui a été écrit par la femme de Jean-Paul Sartre. Voilà, Simon, voilà. Je pense que Simone de Beauvoir, voilà. Donc, il s'appelle Djemila Boupacha. Et donc, c'est une icône en Algérie. Les jeunes Algériens ne la connaissent pas, mais pour le, etc., c'est une icône. C'est-à-dire, bon, cette jeune femme, on n'en parle plus, mais enfin, ça fait partie. C'est notre Jeanne d'Arc, c'est la Jeanne d'Arc algérienne, voilà. Ok, d'accord. Voilà, donc un seul point, c'est le dernier, c'est l'appui des grandes puissances à l'Algérie et au système algérien. Très bien, ben, j'arrête là et puis on fera le reste peut-être avec les questions. Bon. On vous avait promis 20-25 minutes de conférence, ça a été un peu plus long, mais sur la partie promesse qu'on continuera les questions après la fin de la rediffusion, celle-là, on la tiendra de promesse. Donc on va faire passer les micros pour les questions. Le temps que le micro arrive, je vais vous poser une première question. On a parlé d'économie, on a fait la vision historique. J'aurais une question sur le côté identité d'Algérie, des différentes influences qui peuvent influencer justement l'identité algérienne. Vous avez parlé de l'Arabie Saoudite. Il y a quelques semaines, le ministre des Affaires religieuses algérien, par exemple, a déclaré qu'il ne voulait pas le wahhabisme saoudien en Algérie. De même, il y a très peu de temps, une connaissance m'a dit que ça l'avait amusé de voir à Alger une femme voilée danser la kizomba dans une soirée, ce qui montre bien la dichotomie, on pourrait dire, entre les influences. Et un dernier, bon, on va se limiter sur ces deux exemples pour voir justement quelles sont les différentes forces à l'œuvre entre un islam de plus en plus rigoriste et une volonté aussi de s'occidentaliser. Écoutez, donc, l'Algérie est à 1h30 de l'Occident, hein, de l'Europe. Quand j'ai dit tout à l'heure, la guerre, la colonisation a laissé des éléments structurants. Un des éléments structurants que je considère positif de la colonisation, c'est la langue française, c'est la culture française, c'est ce lien qu'on a de façon automatique avec le monde de la connaissance via le français. Donc voilà. Donc, alors, nous avons en Algérie, c'est paradoxal, voilà, c'est un autre paradoxe. L'Algérie est un pays à paradoxe. Il y a un ministre de la religion qui est d'une très grande ouverture. C'est-à-dire que récemment, il a autorisé l'ouverture d'une vingtaine d'églises. Il y a un mouvement de conversion vers le christianisme évangélique surtout, qui se fait en Algérie, comme il se fait peut-être un peu moins en Algérie que dans les pays africains de l'Afrique de l'Ouest ou ailleurs, ou en France. Hein, voilà. Et il a autorisé que des églises, bien sûr, on n'a pas construit de nouvelles églises, ce sont des maisons qui ont été autorisées, qui deviennent légalement des lieux de culte, et donc où les personnes peuvent faire leur culte. C'est une des dispositions de la loi algérienne après l'islamisme. Après le développement de l'islamisme en Algérie a fait que on pouvait faire des prières partout, dans les mosquées, mais dans la rue, on occupe les rues, on occupe les stades, on occupe ci, ça. Et donc, parmi les dispositions qui ont été prises, c'est que le culte doit être exercé dans des lieux de culte. Donc la disposition était pour la religion musulmane, elle a été donc les Algériens qui sont reconvertis au christianisme l'ont utilisé. Et donc il a récemment décidé d'ouvrir les synagogues qu'il y a en Algérie. Il n'y a pas beaucoup de juifs en Algérie. Il y a peut-être 1 millier, c'est estimé 1 millier. Enfin, ils sont reconnus comme une communauté, etc.
Et s'il n'y a pas beaucoup de juifs en Algérie, je vais faire cette petite digression, c'est du fait de ce qu'on appelle le décret Crémieux. Ça, c'est un des aspects négatifs de la colonisation. Le décret Crémieux, c'est un décret du ministre de la Justice en 1870 qui a donné, donc du gouvernement français, hein, porte le nom, c'est comme la loi du travail, elle va s'appeler Khomri peut-être, mais voilà. Donc M. Crémieux a fait une loi qui a donné aux Juifs d'Algérie, qui étaient là depuis des siècles et des siècles et des siècles, la nationalité française de façon collective. Donc on a séparé, voilà, c'est comme si on vous enlevait votre bras, on a séparé, on a séparé la communauté juive algérienne de la communauté algérienne musulmane. Ça s'est passé en 1870, je crois. Voilà. Donc, du fait de cette communauté, la puissance que donnent les opportunités que donne la nationalité française, ils pouvaient aller à l'école. Il faut dire que jusque-là, les Algériens étaient des indigènes en Algérie, hein, dans l'Algérie, alors que l'Algérie était 3 départements français. Donc, ça a entraîné une promotion de cette communauté, ce qui a fait qu'après l'indépendance, ils ne sont pas allés, même avec la création d'Israël, il y a peu de Juifs d'origine algérienne qui sont allés en Israël. Il y en a qui sont allés, mais ils sont venus en France parce qu'ils se sentaient intégrés à la République française, même si en 1940, sous Pétain, on a suspendu l'application de ce décret. C'est-à-dire qu'ils sont retrouvés sans nationalité, pratiquement pendant 1 an ou 2. Donc voilà, il y a en Algérie une communauté dans le sud de l'Algérie, un endroit à 600 km d'Alger qui s'appelle le Mzab, avec une ville, Gardaïa, donc vous pouvez regarder sur Internet, avec un style architectural très particulier, où habite une communauté d'Algériens musulmans qui sont un rite particulier dans l'islam, ça n'existe que dans 2 pays, en Algérie et dans le sultanat d'Oman. C'est le rite ibadite, ils sont 300-400 000, et qui sont considérés comme des mécréants par les islamistes, salafistes, wahhabistes. Voilà. Je ne sais pas si je peux m'arrêter là. On va prendre une autre question. Une autre question à droite. On n'entend pas du tout. Oui, voilà, Il me semble que vous avez mis 3 événements majeurs qui expliquent la... Attendez. Il me semble que vous avez omis 3 événements majeurs qui expliquent l'Algérie contemporaine, à savoir le printemps berbère dans les années 80 qui a permis, il y a quelques mois, la reconnaissance de la langue berbère et la langue tamazight. Et ce n'est pas rien pour les Algériens quand on connaît la question identitaire qui traverse toute l'Algérie. Le deuxième événement, et il n'est pas des moindres, c'est le octobre 88 qui a vu la jeunesse algérienne sortir dans les rues et l'armée algérienne pour la première fois tirer sur sa jeunesse. Et en 91, l'arrêt du processus électoral. Alors, Monsieur Metmati, moi je suis un peu choquée qu'on puisse dire que l'armée algérienne a sauvé l'Algérie quand ça nous a coûté 200 000 morts. Une autre chose, vous avez parlé de parité en Algérie. Il y a une parité politique, c'est vrai. Nous avons un nombre de députés énorme dans l'Assemblée, mais il n'y a eu aucune refonte du code de la famille qui ne permet pas l'égalité entre hommes et femmes. Je suis d'accord sur ça, sur beaucoup de points avec vous, hein. Donc le printemps berbère est effectivement un événement important en Algérie. Bon, je ne pouvais pas citer tout, mais il méritait d'être cité. Le octobre 88, j'en ai pas parlé en termes. J'ai dit qu'il y a eu des manifestations, est-ce que l'armée a tiré, donc voilà. Donc quant à 91. Chacun a son point de vue, madame. Chacun a son point de vue. Oui, il y a eu processus électoral, voilà, mais tout le monde, il y a des gens qui étaient d'accord, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. On n'est pas le formal. Aujourd'hui, le président Obama n'a pas dit que ce qui s'est passé en Égypte était un coup d'État. Il est le président de la première démocratie du monde.
Le président Mitterrand, effectivement, à l'époque, a dit qu'il faut que les choses rentrent dans l'ordre. Mais les Algériens étaient partagés. L'arrêt du processus électoral est un compromis entre les syndicats, les partis politiques de gauche, sauf le FFS, sauf le Front des Forces Socialistes, qui est un grand parti algérien, le premier parti de l'opposition en Algérie, une fraction ou une grande partie de l'armée. Donc, il y a une partie de l'Algérie qui a décidé d'intervenir militairement. Que serait devenue l'Algérie? On ne peut pas refaire. Déjà, en arrêtant le processus électoral, il y a eu 150 à 200 000 morts. Que serait devenue cette communauté mozabite? Que serait-elle devenue si les islamistes du fils avaient pris le pouvoir? Et voilà. Donc, c'est des positions politiques. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on ne peut pas refaire. Il y a eu, des discussions sociales, il y a des sociologues qui en ont parlé. Bon, c'est aujourd'hui un sujet dont on ne parle plus, mais c'est un sujet de débat dans les soirées. Voilà. Donc, sur le printemps berbère, je suis tout à fait d'accord. On passe à une autre question. C'est à moi. Ah, Pareil, si. Alors, le printemps berbère au Maroc aussi, il y a des avancées à propos de ça. Moi, je voulais vous demander, je ne sais pas si j'ai compris, le modèle auto-centré, vous avez dit ce n'est pas de leur faute parce non, vous avez dit qu'ils ne pouvaient pas entrer dans le capital. Alors, je ne comprends pas, ils se laissent prendre la matière première, ils ne peuvent pas rentrer dans le capital. C'est une forme de colonisation. Et j'ai une deuxième question. Oui. Sur la liberté d'expression. Vous dites qu'il y a une liberté d'expression dans les journaux. Moi, je suis allé voir un film tunisien sur El Moudjahid El Watan, où on nous démontrait qu'en fait, les journalistes allaient voir autant ils faisaient leurs articles qu'ils allaient voir leurs avocats parce ils avaient plein de procès en cours et que ça pénalisait beaucoup la rédaction parce qu'au niveau financier, ils ont du mal à continuer à faire leur métier. Oui, alors, pour le Maroc, le Maroc, le statut de la langue berbère est bien plus avancé qu'en Algérie. C'est-à-dire que quand vous allez de Casablanca à Marrakech, les panneaux sur l'autoroute sont en arabe, en berbère et en français. Je parle des grands panneaux. Quand vous vous promenez dans la ville de Rabat ou dans la ville de Casablanca, les administrations, sur le fronton des administrations, il y a le nom de l'administration en arabe, en berbère et en français. Donc, c'est beaucoup plus avancé. Voilà. Alors maintenant, peut-être que ce qu'on a créé en Algérie dans les années 90, en fait, les Algériens voulaient gérer leur propre société. Je ne veux pas dire qu'ils avaient raison, je ne veux pas dire qu'ils avaient tort. C'est une autre question. Moi, j'ai passé une partie de ma jeunesse à travailler au développement industriel de l'Algérie. À mon niveau, j'étais ingénieur. Hein, j'ai passé des nuits et des nuits dans une usine sidérurgique à réparer des machines et tout. Mais en fait, maintenant, 30 ans après, on se dit, mais pourquoi les Algériens, ils ont fait comme ça? C'est-à-dire, voilà, on gérait des sociétés, on avait besoin de savoir-faire, de technologie. Donc la technologie, on l'achetait. Le savoir-faire également, on l'achetait. On l'achetait de deux manières, en envoyant les gens se former en France, en Allemagne, au Japon, etc. Mais on ramenait ce qu'on appelait des assistants techniques, mais qui n'avaient pas une responsabilité sur le résultat, qui avaient une responsabilité de moyens. Ils étaient là à former les gens, à veiller à ce que les installations marchent, mais ils n'avaient pas la responsabilité eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on nous paraît très facile, 40 ans après, de dire, mais si on les avait pris comme actionnaires, on n'aurait pas eu dépensé tout cet argent et ils auraient été impliqués. Donc voilà un peu. Alors le modèle autocentré, c'est un peu c'est un modèle de développement économique qui consiste à dire il faut compter sur ses propres forces. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Dit avec un vocabulaire moderne, il n'y avait pas de joint venture possible, en fait, à l'époque, sur certains, sur les hydrocarbures, etc. Voilà, il y en a eu, mais enfin, c'était pas fait. Ça continue jusqu'à maintenant à ne pas être les Algériens. Aujourd'hui, l'Algérie étant dans ce qu'on appelle l'indicateur de la Banque mondiale, le Doing Business, l'Algérie est très en retard et très en arrière dans la liste. Le Maroc est très avancé. Il est le deuxième pays africain qui offre des conditions d'investissement. Bien sûr, les contextes ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes, etc. On fait signe finalement qu'avant la fin de la transmission, il n'y aura plus d'autres questions. Donc pour la transmission Internet, on va arrêter maintenant, on va cesser la transmission, mais nous, on va continuer à se poser des questions. Alors, est-ce qu'il y a un micro déjà disponible? Oui, on n'est pas dans un pays démocratique, on est dans un pays où les choses se démocratisent petit à petit avec des allées et des retours. Mais quand vous allez sur la presse algérienne, il faut y aller pour pouvoir mesurer ça. La presse algérienne francophone est assez libre. Alors, ce qui ne veut pas dire que les journalistes ne sont pas poursuivis, etc. Ça existe. Une fois, j'ai entendu le directeur d'un journal dire qu'il passait beaucoup de temps au tribunal d'Alger, plus de temps au tribunal d'Alger que dans son bureau. Parce que c'est lui qui était toujours attaqué en tant que responsable de la rédaction.